Jean-Marc Bast? Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter donc, le professeur Jean-Marc Bast, qui est professeur de chirurgie thoracique, qui est en charge de la chirurgie cardiaque à Rouen et puis également de la chirurgie thoracique. Et je l'ai sollicité pour nous parler des syndromes du défilé thoraco-brachial. C'est pas quelque chose de très souvent que l'on voit, mais qui peut souvent nous poser des problèmes en consultation. Et donc, Jean-Marc, un grand merci à toi d'avoir accepté de participer à ce séminaire et Et d'avoir je ne sais accepté de nous pas s'il parler. y a une mauvaise connexion, je suis navré, mais je ne sais pas si Ah, vous m'entendez correctement. Emmanuel, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends t'entends. bien. C'est vrai que la vidéo n'est pas bonne, mais par contre les diapos passent. Mais le son est OK. Alors, je vais couper ma vidéo et OK. j'ai juste besoin de savoir quand je partage si vous voyez mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez ma présentation et vous m'entendez? Alors là, Alors, on on voit pas la entend présentation. et Là, c'est voilà, bon. la présentation est affichée. C'est bon. C'est bon. Bon, alors, je peux commencer alors? Oui, vas-y. Oui, oui, tu peux y aller. Alors, bonjour à tous. Désolé pour le retard et les petits problèmes techniques. J'ai vu que j'ai 20 minutes pour vous parler du syndrome du défilé thoraco-brachial. Euh, je remercie bien sûr Thierry pour son invitation et vous partager un peu mon expérience. Effectivement, c'est une pathologie qui est rare, qui est mal connue et souvent en fait partagée entre plusieurs disciplines. Et c'est peut-être pour ces raisons qu'on a un peu du mal à acquérir de l'expérience. Alors, on appelle ça le syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale. On peut appeler ça aussi le thoracic outlet syndrome. Voilà, c'est une pathologie rare. Vous voyez, on en fait entre 4 et 5 par an. On en a fait 40 malades dans notre base de données sur les 10 dernières années. Il y a plusieurs disciplines chirurgicales qui sont impliquées. Alors, le plus souvent, ce sont les chirurgiens vasculaires qui étaient intéressés par la première côte, quelques chirurgiens thoraciques ou des chirurgiens généraux qui travaillent dans les services de chirurgie vasculaire et thoracique, assez peu de chirurgiens orthopédiques et de neurochirurgiens. Le diagnostic initial, il est essentiellement à l'interrogatoire à l'examen clinique, avec l'élément positionnel qui est très important, mais c'est souvent un diagnostic d'exclusion. C'est important de comprendre ça. C'est une prise en charge qui est délicate, avec souvent des problèmes médico-légaux autour. Voilà. Donc vous connaissez le défilé. Finalement, c'est peut-être une des régions les plus compliquées, avec le plexus. Je vais vous montrer d'autres photos hein, pour essayer d'avancer sur l'anatomie. Il y a la région susclaviculaire avec le défilé des scalènes. Il y a la pince costoclaviculaire et la région rétro-pectorale, la gouttière en arrière du petit pectoral. J'en parlerai assez peu parce que je n'ai pas d'expérience de ça. C'est souvent des chirurgiens de la main ou du membre supérieur qui connaissent un peu mieux. Et il y a, pour ça qu'on a mis un S à syndrome. Donc, il y a plusieurs types. Il y a les syndromes neurologiques, les syndromes artériels et les syndromes veineux. Et le plus fréquent pourrait être les syndromes mixtes. Voilà. Donc, mixte, c'est-à-dire soit artériel et neurologique. Le plus souvent, puisque les deux contingents sont liés, l'artère et le plexus, et la veine est séparée par le scalène. Or, on peut voir aussi sur cette photo de face et de profil, vous voyez les trois zones, et notamment les deux zones qui sont importantes, le triangle des scalènes, ou la région interscalénique, avec le plexus, avec le tronc supérieur, moyen et inférieur. Et j'imagine qu'en rhumatologie, vous connaissez bien cette anatomie, ou en tout cas la description. Et la région, l'espace costoclaviculaire, entre la clavicule et la première côte. Alors ça, c'est important que vous compreniez ça. Donc ça, c'est toujours la même chose. Cet article est intéressant, qui a été publié en 98 par des Américains qui ont une très grosse expérience, avec plus de 1000 malades opérés, plus de 3000 malades opérés sur 15 000 malades recrutés sur plus de 50 ans. Et ils ont une description qui me plaît assez. Ils ont simplifié un peu ce syndrome avec différents éléments qui entraînent une compression sur la première côte. Voilà. Donc, si on suit bien ces auteurs, la cause essentielle de ce syndrome du défilé, le dénominateur commun, c'est la première côte. Et eux, dans leur série, 25% des patients sont opérés.
Ce n'est pas toujours le cas si vous avez des côtes cervicales ou des apophysomégalies, mais retenez que globalement, la compression est en partie liée à cette première côte. Voilà. Et vous pouvez avoir des compressions vasculaires, veines, artères, nerfs, en fonction de la zone de compression. Vous pouvez sensibiliser avec des manœuvres, notamment dans les syndromes vasculaires, avec la manœuvre d'Hudson, en abduction, avec l'arrêt du pouls radial. Ça, c'est un élément qui est très important recherché à l'examen clinique. Beaucoup de personnes ont cette abolition du pouls à l'abduction sans forcément de symptomatologie. Voilà. Sur le schéma à droite, c'est plutôt dans le cadre d'un syndrome du défilé, plutôt neurologique, c'est-à-dire on va rentrer un peu dedans dans les détails après, où vous pouvez sensibiliser la manœuvre, voyez avec le cou, et là c'est plutôt en faveur des syndromes du défilé des scalènes. Alors, pour l'examen clinique, il est essentiel. Je reviens juste un peu en arrière, voilà. Je reviens là-dessus sur ces manœuvres. Enfin, l'examen clinique, vous le connaissez. Il faut connaître bien l'historique des douleurs du membre supérieur. Donc, souvent, ce sont des gens qui viennent avec des douleurs du membre supérieur ou de la région du deltoïde. Ces douleurs, est-ce qu'elles sont anciennes, est-ce qu'elles sont aiguës, qu'elles sont positionnelles? Très important de noter ça. Et ensuite, il faut une description précise du type de douleur. Et notamment, ce sont des douleurs qui sont souvent dites neurologiques, alors qu'ils peuvent être radiculaires ou tronculaires. Voilà, donc il faut bien définir ces douleurs. Et ça, c'est l'examen clinique doit être fait avec attention. Les patients qu'on leur reçoit, nous, en chirurgie, ce sont des patients qui, la plupart du temps, ont déjà été vus par plusieurs correspondants et le syndrome du défilé est posé, ou en tout cas l'indication, ou pas l'indication, mais en tout cas la proposition diagnostique est faite comme ça, après souvent une errance d'un syndrome douloureux du membre supérieur. Alors, il faut essayer d'objectiver ces douleurs, et c'est ça qui est difficile. Dans ces syndromes du défilé, je vous ai dit qu'il y a une compression, et cette compression, elle se fait en rapport avec la première côte, avec des éléments ligamentaires, musculaires qui viennent s'insérer sur cette première côte. Et là, il faut adresser le patient à un radiologue qui connaît bien. Il peut faire une échographie sus et sous-claviculaire et il peut avoir des éléments, soit de cordes, soit d'éléments de compression sur le plexus. C'est assez subtil. Il faut faire confiance au radiologue, mais voilà, y a pas, c'est quand même difficile. L'IRM du plexus brachial, il y a des papiers, notamment des IRM 3 Tesla, permet d'avoir des signes de souffrance neurologiques, mais pareil, dans mon expérience, je n'ai jamais réussi à mettre en évidence ces souffrances. Alors, le premier examen, quand vous pensez à un syndrome du défilé, c'est la radiographie de face et de profil cervico-thoracique, où on recherche une anomalie anatomique, une côte cervicale, une apophysomégalie, une première côte pathologique, une hypertrophie ou une hypotrophie, un cal vicieux. Voilà, ça peut être aussi un cal vicieux sur la clavicule. Il peut y avoir aussi des côtes surnuméraires, il peut y avoir des pathologies rachidiennes, des pathologies tumorales. Donc, l'examen, quand on évoque un syndrome du défilé, c'est la radiographie de face, de profil, et un scanner en position de repos et le membre en abduction. Et en 2024, il faut demander des reconstructions 3D pour regarder justement ces anomalies avec plus d'objectivité, notamment sur la première côte, sur l'espace entre la clavicule et la première côte. Alors, vous voyez ici, il y a des exemples, par exemple, de reconstruction 3D où ici, il y a une malformation sur la première côte. On voit d'ailleurs assez bien, on est assez proche de l'insertion du scalène antérieur et c'était dans ce cas de figure, je crois, un patient qui avait une pathologie, un syndrome du défilé veineux. Alors, vous avez par exemple là ici un patient qui vient avec une symptomatologie douloureuse du membre supérieur qui est acutisé en position d'abduction et on voit bien que c'est objectivé
ici sur le scanner avec une compression. Alors, c'est une compression que l'on voit bien, mais on n'a pas de signe d'anévrismal ou de lésion post-sténotique. Donc, c'est peut-être quelque chose d'aigu. Donc, il faut se méfier. Il faut vraiment une symptomatologie clinique évidente et qu'un patient soit gêné pour l'opérer. On n'opère pas un patient juste sur cette imagerie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, on voit bien, les reconstructions 3D sont de qualité aussi. Donc, dans les variations anatomiques, j'ai trouvé que ce dessin était intéressant. Donc, vous avez des anomalies de la première côte. Je vais vous montrer un film ici. Vous avez une hypoplasie. Et c'est pour entraîner justement la fermeture de l'espace costoclaviculaire. Je vais vous montrer un exemple. Vous pouvez avoir une première côte, une côte cervicale, vous voyez, donc la différence de l'anomalie de la première côte, mais une côte cervicale. Vous pouvez avoir une apophysomégalie. Et vous voyez que l'insertion aussi de la première côte peut se faire. Là, il y a une hypoplasie totale de la première côte. Et vous voyez une côte cervicale. Donc, la reconstruction 3D est très importante pour le chirurgien pour savoir ce qu'il doit faire dans le cadre d'un syndrome douloureux où on a éliminé d'autres causes, bien sûr. Alors voilà, l'imagerie, ça permet de comprendre le niveau de compression au niveau du défilé interscalénique, la pince costoclaviculaire, la région sous-pectorale. Le chirurgien thoracique que je suis est surtout très compétent sur la pince costoclaviculaire. Voilà. Le défilé interscalénique, c'est quand même être un peu plus subtil. Et la région sous-pectorale, comme je vous dis, c'est plutôt des chirurgiens de la main. Et en fonction des régions, ce sont des diagnostics qui existent ou qui n'existent pas. Donc, vous voyez, il faut quand même être très prudent. Et après, il y a le concept de la chirurgie à la carte, effectivement, en fonction du bilan. Si vous avez, on va en parler, des lésions susclaviculaires comme une côte cervicale, une apophysomégalie, ça sera une chirurgie avec une chirurgie susclaviculaire, une cervicotomie. Et si c'est une chirurgie de la première côte, ça va être un peu différent maintenant en 2024. Alors, les syndromes neurologiques, eh ben, finalement, c'est celui qui est le plus fréquent en consultation. Et pourtant, c'est le plus complexe et celui sur lequel il faut se méfier le plus. Voilà. Donc, la clinique, très important. Il faut identifier si c'est une atteinte du plexus haut, plexus bas. Regardez le MG si vous avez des signes objectifs, des diminutions de la conduction nerveuse. Alors, ça, dans les papiers, c'est assez clair. Dans la pratique courante, c'est assez difficile. Et on dit que souvent, en dessous de 60 mm/s, c'est caractéristique d'une atteinte objective. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. En tout cas, dans ma pratique, j'ai assez peu de patients opérés qui avaient vraiment des signes très objectifs sur le MG. Le scanner, bien sûr, il faut rechercher une malformation osseuse ou enfin, une anomalie. Et bien sûr, l'IRM du rachis pour éliminer une discopathie, une tumeur. Voilà. Et je rappelle que le syndrome du défilé neurologique, c'est vraiment un diagnostic d'élimination. Là, c'est un questionnaire que vous connaissez peut-être en rhumatologie, on pourra en discuter, que moi je n'utilise pas du tout, mais qui est assez intéressant pour évaluer l'efficacité du traitement. C'est le DASH score que j'ai découvert là, en faisant un peu de littérature pour le cours d'aujourd'hui. C'est quelque chose que je n'utilise pas en routine, mais en revanche, si on veut faire un travail scientifique, il faut avoir un questionnaire plus précis et celui-ci me paraît pertinent. Alors, je vous donne un cas un peu extrême d'une apophysomégalie C7 à droite. C'est un patient qui est arrivé avec une amyotrophie quasiment complète de l'éminence ténare, avec des signes objectifs neurologiques que j'ai opérés, mais malheureusement, le résultat n'a pas été efficace, puisqu'en fait, il était déjà trop tard. Quand vous avez des signes déjà neurologiques comme ça d'amyotrophie, je pense que la compression est déjà très ancienne. Un élément intéressant que je n'ai jamais pu réaliser ici à Rouen, puisqu'on n'avait pas la machine, et il faut un dérèglage particulier. Ce n'était pas l'intérêt de nos radiologues. Voilà, ils sont plutôt concentrés sur l'échographie susclaviculaire pour regarder des compressions plexiques. Encore une fois, j'insiste, ces signes objectifs à l'imagerie sont très rares. Alors, le traitement principal pour ces syndromes neurologiques du défilé, c'est-à-dire ces douleurs du membre supérieur où on tourne autour, on n'arrive pas à savoir si ce sont des douleurs d'épaule, c'est quelque chose quand même que vous verrez peut-être dans vos consultations. Première chose, bien sûr, c'est la kiné. Alors, les kinés où il y a des protocoles où on essaie d'ouvrir la pince costoclaviculaire, je ne sais pas si c'est efficace.
En tout cas, c'est systématiquement décrit et c'est indiqué en première intention, ce qui nous laisse un peu de temps. L'infiltration sous échographie peut être faite et peut être efficace. Ça peut être un examen et un traitement, ou même ça peut être un test thérapeutique. Mais il faut que ça soit fait par un radiologue quand même spécialisé. Peut être intéressant, notamment dans la région sous-pectorale. Alors, le traitement dépend bien sûr de la cause. Si vous avez une apophysomégalie avec un syndrome douloureux qui est objectivé à l'EMG, il n'y a pas de problème, l'indication est formelle. Et nous, dans ces cas-là, quand c'est une apophysomégalie ou une côte cervicale, c'est une voie d'abord susclaviculaire. Et on travaille avec des lunettes grossissantes pour faire une voie d'abord la plus limitée. On ne coupe pas de muscle, on discise l'ensemble pour aller directement chercher soit la côte cervicale, soit la pointe de l'apophysomégalie, je vais vous montrer, et on résèque la pointe, on ne va pas réséquer toute l'apophyse. L'idée, c'est d'être le moins délétère possible dans cette chirurgie où, encore une fois, la pertinence de l'indication reste toujours difficile. Et puis après, si vous n'avez pas de cause susclaviculaire, vous pouvez faire une chirurgie de la première côte. Alors, soit par voie axillaire, c'est ce qu'on faisait avant, et maintenant, depuis 2 ans, on ne fait plus que des voies thoraciques robotiques, et c'est pour ça que probablement ce sont les chirurgiens thoraciques qui maîtrisent la robotique qui vont être les interlocuteurs maintenant pour ces syndromes du défilé, ou les chirurgiens vasculaires qui se mettent à la robotique, mais c'est plus compliqué. Alors, vous voyez, ça, c'est la voie d'abord susclaviculaire. Alors, j'ai marqué discuter le traitement par l'IRICA. Il faut quand même savoir que ces patients, ils ont mal depuis 1 an, 2 ans. Ils ont tout essayé, donc bon, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Je vous donne ici un exemple de cette patiente avec l'abord susclaviculaire. Vous voyez, on fait une incision juste en regard de la zone que j'appelle la zone target, c'est-à-dire qu'avant d'endormir la patiente en position assise, le coude étendu, on appuie et souvent il peut y avoir une décharge. Et donc ça, c'est un bon signe aussi d'objectivité de ces lésions. Donc vous voyez à droite cette apophysomégalie pointue et le post-op où on a réséqué juste la pointe, mais en réséquant la pointe, on coupe ce tendon parce qu'en fait, il y a souvent un tendon ou un ligament qui va faire bio, venant s'insérer aussi sur la première côte. Et en coupant ça, c'est c'est efficace quand on a tous ces éléments et c'est très peu morbide. C'est quasiment de la chirurgie ambulatoire. On peut avoir des syndromes mixtes. Voilà, c'est un syndrome neurologique ici avec une côte cervicale bilatérale. Et donc, dans ces cas-là, il y a une pince costoclaviculaire et on a fait la résection. Là, c'est un article intéressant, mais ce sont des chirurgiens de la main. C'était l'école de Nancy avec un chirurgien thoracique qui était anatomiste et un chirurgien de la main qui a beaucoup travaillé sur ces défilés et beaucoup décrit notamment la région sous-pectorale. Vous voyez ici, on peut trouver sur l'IRM dans les publications des éléments effectivement de compression. Donc on revient un peu à la slide initiale sur la physiopathologie où c'est quand même beaucoup des compressions osseuses. Alors, le syndrome vasculaire, ce n'est pas le plus fréquent, mais en tout cas, quand vous en avez un, avec des signes cliniques objectifs à la manœuvre d'Aston, c'est-à-dire, quand je dis objectif, c'est la clinique, quelqu'un qui vient vous voir, qui vous décrit une claudication du membre supérieur à l'effort, et notamment en position d'abduction. Un professeur, par exemple, qui a du mal à écrire sur un tableau, voilà, ça c'est un exemple. Une femme de ménage, voilà, donc qui est gênée dans son activité professionnelle. L'écho-doppler est un élément de dépistage avec la manœuvre où on voit qu'il y a une sténose ou un arrêt complet du flux. L'angioscanner est systématique pour moi parce que je veux objectiver cette compression. Permet aussi de regarder la forme de la première côte. Et le management. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic clinique et à l'imagerie, le management médical, pour le coup, le traitement médical, il n'est pas très efficace. Voilà, si vraiment on a une compression de l'artère axillaire, voilà, il ne faut pas hésiter à opérer. Juste pour vous dire qu'en pratique, je ne pose jamais l'indication dans le cadre d'un syndrome du défilé après une première consultation. Pour ces pathologies fonctionnelles, on revoit les patients une fois ou deux pour être bien sûr. Les complications vasculaires, je touche du bois, je n'en ai jamais eu, mais c'est quand même un élément, on dissèque quand même le plexus. La voie axillaire était la voie qu'on utilisait dans le service, qui était faite ici depuis plus de 20 ans, et qui est une voie peu morbide. On passait dans le creux axillaire, à la différence des voies claviculaires qui sont quand même très compliquées. Voilà. Il y a quelqu'un qui discute en... Voilà, je ne sais pas.
Bon, voilà, ici, vous voyez. Donc ça, c'était la voie axillaire. Il faut travailler avec des lunettes, avec des instruments longs. Chez les gens maigres, ça va. Chez les gens très musclés, c'est une voie qui est compliquée. Et chez les gens obèses, on a du mal à aller palper la première côte. Voilà. C'est là où la chirurgie robotique est pertinente. Je vous donne un autre exemple. Un vrai syndrome artériel. C'est une jeune adolescente de 16 ans qui avait comme anomalie une cote surnuméraire. Voilà, dans le cadre d'un syndrome de Williams-Eberen. Et elle avait eu un accident ischémique vrai, transitoire, avec des sténoses, avec une lésion emboligène. Et donc, on a fait une résection bilatérale avec un résultat tout à fait probant. Un autre exemple ici, c'était une côte cervicale. Vous voyez ici cette côte cervicale avec l'insertion qui vient s'insérer ici. On le voit très bien sur la première côte. Et on peut imaginer évidemment que cette côte cervicale peut gêner la filière thoraco-brachiale. Alors, le syndrome thoracique veineux, il est décrit avec un œdème, une douleur du membre supérieur, un membre lourd. Il est décrit comme le deuxième plus fréquent. Moi, dans mon expérience, ce n'est pas le plus fréquent. Voilà. C'est même celui pour lequel on pose le moins d'indications. Donc là, quand vous avez une thrombose de la veine axillaire, eh ben, il faut faire une thrombolyse et puis opérer assez rapidement. Donc ça, c'est souvent les internistes ou les médecins vasculaires qui nous adressent les patients. Ça peut quand même être intéressant pour éviter d'avoir un traitement anticoagulant au long cours. Et ça, on le voit assez souvent. Et là, pour le coup, ça sera la résection d'une première côte, toujours par voie robotique. Je vais avancer un petit peu parce que je voulais vous parler quand même de cette nouvelle voie d'abord, qui est la résection de la première côte, qui est le traitement, je dirais, principal, en dehors bien sûr des côtes cervicales et des apophysomégalies, de ce syndrome du défilé. Alors ici, je vais vous donner un exemple de patient qui avait en fait une agénésie ou une hypoplasie de l'arc antérieur de la première côte et en fait qui entraîne une fermeture de l'espace costoclaviculaire. Et je suis parti consulter mon médecin traitant. Donc vous voyez ici, en fait, voilà, on a fait l'imagerie, on a fait un scanner, des reconstructions 3D, et on a trouvé qu'il y avait cette hypoplasie de l'arc antérieur, et ce qui entraîne en fait une fermeture de la pince costoclaviculaire. Et donc ça, c'est la vue robotique, voilà, pour aller réséquer cette première côte. Je vais vous présenter un autre film. Voilà. Donc la première côte, c'est l'explication un peu des différents syndromes du défilé. Et là, vous allez voir, on fait ça sous contrôle de la vue. Il faut quelques cas quand même pour standardiser cette technique. Nous, on a fait une quinzaine de premières côtes par voie robotique maintenant. Donc la technique est très bien standardisée. Et vous allez voir qu'on va voir les différents éléments. Voilà, donc ça c'est le poumon si vous n'avez jamais vu de poumon. Voilà, voilà, ça c'est intéressant parce que vous voyez l'artère mammaire. Faire une petite pause. Voilà. L'artère mammaire ici, on va faire arrêt sur image. Excusez-moi, je voulais faire un arrêt sur image. In this video, the narrow apical thoracic Je la regarde. C'est pas facile, hein. bust rib resection is conventionally done by open surgeon, most often either supraclavicular or transaxillary. Each method. Je vais essayer de vous remontrer ça parce que c'est quand même intéressant. Vous voyez l'artère sous-clavière qu'on voit très bien ici au centre. Voilà, l'artère mammaire, la veine mammaire, le nerf phrénique. Là, on voit ici la partie antérieure ici. Alors, soit c'est du cartilage, soit c'est calcifié. Là, vous voyez ici, ça c'est le nerf phrénique que l'on montre. Voilà. Ça, c'est le nerf vague. Voilà, on voit les différents éléments anatomiques, on voit très très bien. La veine et la sous-clavière. Voilà. Tronc innominé. Voilà. Donc ça, on peut soit couper cette côte avec de l'énergie simple ou avec, vous allez voir, et c'est là où on a mis un peu de temps à développer la technique, c'est qu'on utilise, je vais vous montrer,
Voilà, une fraise de neurochirurgie. Voilà, et on a mis du temps à trouver cette fraise. Voilà. Donc ça, il faut être quand même prudent. Voilà, notamment la partie postérieure. Vous voyez, avec ma main gauche, je protège l'artère et le plexus pour pouvoir couper. Voilà. Et on va réséquer cette première côte. Voilà, et vous voyez ici, voilà. Voilà, donc en conclusion, c'est une pathologie rare qui est complexe et péomorphe et complexe aussi dans la relation avec le patient. Et il faut faire attention. À ce sujet, d'ailleurs, c'est une chirurgie qui est quasiment plus pratiquée dans le privé pour des raisons assurantielles. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire, chirurgien thoracique, vasculaire, neurochirurgien. Et c'est pour ça que c'est compliqué parce que vos correspondants sont probablement jamais les mêmes. Et donc, on n'arrive pas à avoir une filière très claire. Les kinés, c'est obligatoire, ça ne mange pas de pain. Et c'est aussi un test thérapeutique. Voilà, voilà. Les neuroradiologues peuvent être intéressants, évidemment, comme je l'ai pu le montrer. Il y a plusieurs approches thérapeutiques, mais je pense que l'approche en dehors des codes cervicales et apophysomégalie sera la chirurgie par voie robotique parce que c'est une maîtrise totale de l'approche avec une morbidité qui est diminuée. Et l'imagerie doit être exhaustive. Voilà ce que je peux vous dire et je vous remercie. J'espère que ça passait bien. Voilà. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Thierry, si tu es toujours en ligne, éventuellement. Oui, je suis là. Merci Jean-Marc pour ce topo et ces belles images, et belles vidéos. Toi, dans ta pratique, tu nous as dit en effet que les malades arrivaient souvent avec un diagnostic, une forte suspicion diagnostique. Sur le plan clinique, tu fais ce que tu nous as montré, l'Hudson, la manœuvre d'Hudson. Ouais. Et ensuite, tu vas beaucoup sur les images parce que c'est forcément là, oui, tu cherches quelque chose à opérer. C'est un syndrome. Tout à fait. Excuse-moi, Thierry. Tu m'entends? Parce qu'il y a Oui. un petit lag. On t'entend. Bon. Quand les patients me sont adressés, quand c'est une suspicion d'un syndrome du défilé neurologique, je me méfie beaucoup. Donc, c'est un diagnostic d'élimination et la plupart des temps, je demande une consultation neurochirurgicale pour éliminer une cause radiculaire. D'accord. Mais souvent, quand ils viennent me voir, ils ont déjà eu l'IRM, ils ont déjà eu le scanner. Voilà, moi, je viens en 3e ou 4e. Mais si vous devez avoir quelqu'un avec ça, effectivement, il faut éliminer une hernie cervicale. Ça, c'est important. Parce que c'est souvent des douleurs qui sont soit sur la partie supérieure du membre sup. C'est vraiment le membre sup douloureux. Donc, tu vois l'examen clinique du membre sup douloureux. Voilà. Ça peut être un sus épineux, ça peut être, voilà, parfois, il y a des patients opérés de l'épaule et puis ils ont toujours mal. Enfin, c'est ça la difficulté. Donc, moi, quand je les vois, il y a eu soit une errance, soit beaucoup de correspondants. Mais pour le syndrome du défilé neurologique pur, quand je n'ai pas d'éléments positionnels, c'est-à-dire que quand je les mets en position d'Hudson, je n'ai pas d'abolition du pouls, qu'il n'y a pas ce côté positionnel, je me méfie beaucoup. Voilà. D'accord. OK. Emmanuel, je ne sais pas si tu as des questions sur le chat. Non, il n'y a pas de questions sur le chat. Voilà, je vais vérifier. Non, pas de questions directes. Merci beaucoup, Jean-Marc, de cette belle présentation. Moi, j'ai une question sur... Je ne sais pas si c'est instructif pour vous. Est-ce que j'aurais dû insister peut-être plus sur la clinique? Oui, éventuellement, mais c'est important aussi qu'on ait quand même cette interaction avec les techniques chirurgicales des TOS. Moi, j'ai pas une grosse expérience de l'échographie sus et sous-clavière, parce que manifestement, c'est quelque chose que tu as mentionné de façon assez claire dans votre équipe. Mais plutôt... Parce que j'ai un radiologue qui fait de l'ostéo-articulaire et qui est assez fan de ça, et qui est assez pertinent d'ailleurs. Donc lui, il arrive à voir, c'est Paul Michelin, il arrive à avoir effectivement une espèce de fibre tendue, soit entre les apophysomégalies, et qui peut faire un pont sur le plexus. Il dit qu'il le voit assez bien. En revanche, il n'a pas du tout d'expérience sur les IRM 3 Tesla, sur les compressions du plexus. Et mon neuroradiologue que j'ai sollicité à plusieurs reprises n'a pas non plus d'expérience et ni d'intérêt vraiment majeur sur ce plexus. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est en fonction à la fois de son environnement, des imageurs
qu'on a sur place. C'est la discussion, mais c'est vrai qu'il commence à faire des injections sous écho dans cette région interscalénique. Il faut reconnaître quand même, c'est une région que peu de personnes connaissent. Hein. Il y a très peu d'abord, c'est un peu partagé avec les ORL, un peu avec les vasculaires. Donc c'est vraiment une région anatomique qui est complexe. Hein. Ouais. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de question dans le chat, mais on a une collègue parisienne qui va vous joindre pour peut-être vous adresser à un patient. Ah bah, c'est gentil. Voilà. C'est très bien. Neurologique ou vasculaire, attention. Hein. Écoute, syndrome artério-veineux et neuro. Voilà. Tous. C'est celui-là, quand il y a un synthos artériel, on est sûr du résultat. Quand c'est un tos nerveux, il faut être prudent. Voilà. Plus de risque de séquelles. Oui. Très bien. Eh ben, merci infiniment. Puis merci d'avoir pu vous décoller du blog. Pour le retard. Non, il n'y a aucun souci. Merci Jean-Marc. Merci. Beaucoup. Et je vais faire bonne fête à tous. Merci. Merci. Je vais faire une petite annonce pour nos collègues et nos jeunes internes. Donc, vous avez le droit de partir en vacances, de prendre un peu de repos. Et donc, les séminaires du COFER reprendront. Donc, si je dis pas... Et si j'arrive à récupérer mes notes, voilà. Le 8 janvier, on remet ça le 8 janvier avec Guillermo, il y aura probablement Thierry aussi. Et ça sera Arnaud Constantin qui nous traitera des spondyloarthrites périphériques. Et on aura une actualité de Rakiba, le Rakiba Belkir, pardon. Mais on la connaît tous, le 22 janvier pour le traitement du myélome. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et à très bientôt. Au revoir.